Voilà, donc on va attaquer le séminaire en lui-même sur l'évolution des normes colorimétriques pour l'imprimerie. Donc voici le programme qui a été donc annoncé. On va commencer par un rappel, ou plutôt des rappels, sur la couleur. Puis on passera au standard colorimétrique pour l'imprimerie avec le concept d'un standard colorimétrique. On parlera un peu des azurants optiques. On verra les évolutions ensuite qui ont eu lieu depuis. Alors, les années peuvent vous faire penser que c'est depuis longtemps, mais les années notées sur les standards, ce sont les années de publication. Ça ne veut pas forcément dire que par la suite, c'est beaucoup utilisé sur le marché. Donc, pour certains, c'est peut-être du déjà vu, mais pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de nouveau. Donc, on verra les évolutions dans l'ISO 3664, dans l'ISO 13655, la 12647-2, la 12647-7. On parlera un petit peu aussi de l'ISO 15311 pour le numérique, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes à proprement parler pour le numérique. On parlera aussi du FOGRA 53, donc c'est un nouvel espace d'échange CMYK, notamment pour le numérique. On passera ensuite à la partie réponse aux questions. Donc vous avez la possibilité de poser des questions pendant le séminaire. Je vous avoue que je ne pourrai pas les regarder pendant, c'est un petit peu trop compliqué. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes plusieurs personnes, même si on est à distance, à regarder les questions. Et à la fin du séminaire, nous essaierons de répondre à certaines questions pertinentes. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr, nous répondrons après coup, plus tard, ça peut être demain, ça peut être dans la semaine. Nous répondrons bien sûr à vos questions, j'y répondrai personnellement. Voilà, donc on passe au rappel sur la couleur. Je précise une chose sur ce séminaire. On voit, vous avez vu beaucoup de points différents. On ne va pas rentrer dans les détails pour tout. Il y aura, je vais essayer de vous montrer les choses, vous expliquer les choses avec le plus de précision possible. Néanmoins, en 2 heures de temps, on ne peut pas rentrer dans les détails de chaque point évoqué. Alors, ce qui est important de rappeler sur la couleur, c'est que c'est un événement qui se produit entre 3 participants, une source de lumière, un objet et un observateur. Sans ces 3 participants, il n'y a pas de couleur. Donc, la sensation de couleur, elle est évoquée chez l'observateur par les longueurs d'onde de la lumière produite par la source lumineuse et bien sûr réfléchie par l'objet. Donc, le spectre visible de l'œil humain ne comprend qu'une partie des longueurs d'onde. Nous nous trouvons à peu près entre 380 et 730 nanomètres. Donc, tout ce qui est proche du visible, mais donc c'est invisible à l'œil nu. Nous avons une partie intéressante, vous allez le voir plus tard, sur les UV, donc c'est en dessous de 380 nanomètres. Et nous avons les infrarouges au-delà de 730 nanomètres. Donc, je vous montre ici un exemple d'un spectre mesuré avec un appareil de mesure, un spectrophotomètre. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, la question, quand on parle de longueur d'onde, on parle de spectre, de réflectance, c'est voilà, est-ce qu'on peut dire précisément de quelle couleur il s'agit? Pour certaines personnes, ça pourrait sauter aux yeux, mais pour les personnes novices, c'est vrai que voilà, c'est une courbe, je ne suis pas forcément capable de dire à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir que c'est la mesure d'un blanc papier, tout simplement. Donc, on est, je crois, pas capable de lire et de définir une couleur à partir uniquement d'une courbe spectrale. Donc, des scientifiques ont construit un modèle de couleur basé sur la perception de l'œil humain et qui décrit les couleurs avec 3 critères, la luminosité, la teinte et la saturation. Donc, le plus communément, vous avez sûrement dû tous en entendre parler, c'est le CIE-LAB, qui est basé sur le CIE-YZ de 1931. Et ça représente de façon mathématique la sensation de couleur.
perçu par une personne normale et dans des conditions d'observation spécifiques. Donc ce modèle, le CULAB ou CUYZ, est dit indépendant du périphérique, car il peut être utilisé pour décrire n'importe quelle couleur de façon indépendante. Et je spécifie bien, contrairement au système RVB, RGB ou CMYK, CMJN. Indépendant, ça signifie que une couleur définie dans ce modèle, qu'elle soit affichée sur un écran ou imprimée, c'est la même couleur, ou scannée par un document, bien sûr. Donc, il est important aussi de voir comment on construit un modèle en 3 dimensions. Ben, vous l'avez vu, hein, il faut donc une source lumineuse. Donc, à ce moment-là, pour construire ce modèle, on va prendre un illuminant connu. Donc, certains connaissent déjà l'illuminant D65, utilisé dans le monde industriel, et dans les arts graphiques, on utilise majoritairement le D50. Il faut un observateur standard, donc c'est une personne, 2 degrés, 10 degrés, et un objet mesuré. Donc on reprend notre schéma de tout à l'heure, on a la source de lumière, l'observateur et l'objet. Donc comment ça va fonctionner pour l'illuminant? Eh bien, on va standardiser la lumière, puisqu'il faut que les choses soient connues. Donc on va utiliser un illuminant connu, standardisé par la CIE, la Commission internationale de l'éclairage. On va utiliser ensuite une courbe d'observateur standard. Il en existe 2 aujourd'hui. C'est à peu près la taille, on va dire, si on imagine un rond, c'est la taille à un trou à travers lequel on va regarder la couleur. Il va être plus ou moins gros. Donc 2 degrés ou 10 degrés, ça aussi, ça a été standardisé. Et il faut bien sûr une mesure spectrale, donc une mesure de l'objet. Donc pour obtenir ensuite, passer d'une valeur spectrale à une valeur de couleur, hein, qui soit plus quelque chose défini avec une courbe. Donc j'ai besoin, je souhaite avoir une valeur de couleur définie en LAB. Il y a un calcul qui est nécessaire. Donc comment cela fonctionne? C'est pas excessivement compliqué. On prend la courbe spectrale mesurée par l'appareil, c'est ensuite multiplié par la courbe de l'illuminant standard, multiplié par la courbe de l'observateur standard, et nous obtenons des valeurs x, y, z qu'on peut ensuite transformer en valeur LAB. Alors je rassure tout le monde, tout ceci n'est que pour information, hein, les algorithmes, les formules, tout ce qui est utilisé pour convertir, passer du spectral à la couleur, tout est inclus dans les logiciels, les appareils de mesure. Pas la peine de connaître tout ça. Simplement, pour la suite du séminaire, c'est important de comprendre cet aspect. Donc, nous allons visualiser le modèle de couleur LAB, LCH. Donc, c'est donc un modèle en 3 dimensions, donc ça ressemble à une boule. Donc, sur l'axe du centre, ici, entre le noir et le blanc en haut, donc le blanc est représenté par la valeur L la plus haute, donc on va schématiser en disant la valeur 100, et un noir parfait est schématisé par la valeur L0. Donc de 0 à 100, je vais monter en passant ici par le L de 50 qui représente par exemple ici l'axe des gris, donc entre 0 et 100, j'ai ici mon axe des gris. Ensuite, si je vais sur la droite ici, j'ai mon axe plus A. Donc mon axe plus A, c'est je vais du neutre ou de pas de couleur, on va dire, jusqu'à du rouge, un rouge parfait, parfaitement saturé. Donc c'est plus A, je vais vers le rouge. Vers la gauche, moins A, je vais aller vers le vert. Plus B vers le fond là-bas, je vais aller vers le jaune. Et moins B ici en descendant vers le bas, je vais aller vers le bleu. Donc toutes ces notions-là sont importantes à comprendre pour la suite, pour bien comprendre quelles sont les évolutions dans les normes. On va faire appel dans la suite du séminaire à des notions de LAB. Donc voilà tout simplement quelques valeurs LAB juste pour votre information, pour référence. Donc ici la première, une valeur de L95.
A 1.5, B-6. Donc, si je décortique un petit peu la valeur de L, eh ben, je suis proche d'un L de 100. Donc, je suis proche d'un blanc presque parfait, alors d'un blanc. Sur l'axe A, je suis proche de 0, mais je vais légèrement vers le plus A. Donc, je suis légèrement rouge, un tout petit peu rouge. Et sur l'axe B, je descends, je suis dans l'axe moins B, moins 6. Donc, je suis légèrement bleuté. Alors pour information, c'est la valeur d'un blanc papier, d'un coucher standard 115 grammes qu'on utilise aujourd'hui pour l'impression de brochures commerciales, par exemple. Voilà, donc voici ici un noir offset, donc pareil, hein, sur papier couché. Voilà la valeur de L. Alors vous voyez qu'on n'est pas à 0, puisqu'on ne peut pas obtenir un noir parfait. Néanmoins, on arrive à descendre à une valeur de L de 16. Et ça, c'est un noir offset, donc c'est juste une encre, l'encre noire offset imprimée à une densité standard sur un papier couché. Vous avez un gris, donc vous remarquez que le gris, c'est un gris parfait lorsque les valeurs de A et de B sont à 0. Je suis donc neutre. Et ensuite, pour information, c'est un petit peu plus difficile à lire, mais vous avez ensuite le cyan, le magenta et le jaune offset sur papier couché. Alors, comment mesure-t-on une couleur? Bon, écoutez, pour mesurer la couleur d'un échantillon, tel que nos yeux le voient, on utilise aujourd'hui un spectrophotomètre avec de préférence une géométrie 45-0, c'est la géométrie la plus appropriée. 45-0, bah, ça signifie que l'angle d'illumination est de 45 degrés et que la position du capteur dans l'appareil, ou alors on peut faire l'amalgame avec le spectateur, hein, est de 0 degré. On dit que cette géométrie, mesure comme on perçoit les couleurs. Et oui, puisque si on regarde un petit peu comment ça se passe dans une cabine de lumière ou sur un pupitre de contrôle standardisé, vous remarquerez ici que on a soit l'illumination à 45 degrés et l'observateur à 0, ou alors l'inverse, si on regarde dans l'autre sens. Il faut savoir que 45-0 ou 0,45, ça donne sensiblement les mêmes résultats. Donc je précise quand même qu'un spectrophotomètre, au départ, ne mesure pas une couleur, mais simplement une quantité de lumière réfléchie sur la surface. Nous l'avons vu tout à l'heure, on envoie une lumière à 45 degrés et on mesure ce qui est réfléchi à 0 degré. Donc la valeur qui s'affiche sur l'écran de l'appareil, qui ensuite va s'afficher en LAB ou en LCH le plus souvent, provient du calcul que nous avons expliqué précédemment. Donc la courbe spectrale, c'est-à-dire la mesure, la courbe de réflexion du support, multipliée par la courbe de l'illuminance standard et multipliée par la courbe de l'observateur standard. Donc attention, c'est important pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait encore l'utilisation d'un spectrophotomètre ou d'un spectrodensitomètre. Un même échantillon mesuré avec différents réglages donnera bien sûr différentes valeurs de couleur, alors que c'est le même échantillon. Donc c'est juste une information pour que vous preniez garde lorsque vous faites des mesures à comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des oranges. Alors, pour le densitomètre, il reste encore bien sûr des densitomètres sur le marché. Il est vrai que la densité est d'une aide précieuse pour le contrôle du procédé offset, parce que ça correspond en gros à l'épaisseur du film d'encre d'un colorant. Par contre, il faut faire attention, une valeur de densité, elle est souvent liée à une encre ou à un procédé. Donc, la densité ne doit pas être utilisée pour communiquer la couleur. La densité, pour schématiser, ce n'est pas de la couleur. Voilà. Prenons un exemple ici. Est-ce qu'on peut mesurer la couleur? Eh bien non. Et regardez l'exemple suivant ici. Nous avons notre appareil qui nous affiche une densité de 1,6 pour les deux échantillons. Or, il y a une différence de couleur qui est énorme. On verra aussi la notion de delta E après, de 120. D'accord. Donc non, pas de densité ou de densitomètre pour mesurer de la couleur, contrôler de la couleur ou même communiquer de la couleur.
Donc, petit rappel pour mesurer la couleur. Donc, il faut être franc, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun fabricant qui propose des densitomètres avec des filtres RGB physiques, puisque les densitomètres au départ utilisaient des filtres rouge, vert, bleu physiques, et donc ces filtres s'abîmaient, s'usaient, il fallait les changer, et donc quand ils étaient usés, et par exemple qu'on ne les changeait pas assez souvent, eh ben, les valeurs de densité devenaient mauvaises. Donc aujourd'hui, on utilise des spectrophotomètres ou des spectrodensitomètres dont les fonctionnalités sont limitées à la densitométrie. Donc je vous rappelle, pour mesurer la couleur, on utilise la fonction couleur de son spectrophotomètre, et pour contrôler la densité, il y a aussi, sur la plupart des spectrophotomètres, la fonction densité, ou alors vous utilisez un densitomètre. Il y a des fonctions assez intéressantes aujourd'hui quand même sur les spectrodensitomètres du marché, hein, notamment sur notre FD5, FD7, la fonction Target Match, qui permet en fait, d'afficher la correction de densité à effectuer sur les encriers pour avoir la bonne couleur. Donc il y a vraiment quand même une relation entre densité et couleur, et cette fonction permet d'aider le conducteur à ajuster correctement sa densité pour obtenir la bonne couleur. Alors maintenant, on va voir simplement et rapidement comment juger la couleur avec le delta E. Donc le delta E, c'est un écart, c'est un nombre qui représente la distance entre deux couleurs dans l'espace colorimétrique LAB. Le delta E permet de quantifier une différence de couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec un calcul, un appareil de mesure et un chiffre, de dire ces deux couleurs sont différentes, et sont-elles beaucoup différentes ou sont-elles assez proches? Donc si le delta E entre deux échantillons est compris entre 0 et 1, alors on estime qu'ils sont quasiment identiques. Si le delta E est supérieur à 1, alors il y a une différence, et elle est perceptible par on va dire, un œil humain standard. Donc il y a une échelle qui a été mise au point pour définir ce qui est acceptable ou non. Exemple, delta E inférieur à 1, c'est parfait, notamment pour le domaine de l'imprimerie, c'est vraiment très très bon. Entre 1 et 3, c'est acceptable. Au-delà de 3, ça n'est plus acceptable. Alors attention, chaque industrie ou client peut utiliser ses propres tolérances. Un client peut vous dire, moi je n'accepte pas en dessus de 2, par exemple, de delta E. Voilà. Donc après, c'est bien sûr à discuter, et la méthode à mettre en place, c'est à discuter avec votre client. Donc on va voir les différentes formules de delta E qu'il y a eu au fil du temps. Donc la toute première, la plus simple à comprendre, à calculer, c'est le delta E 76. On appelle ça aussi le delta E AB. Donc c'est la plus simple, la formule est très simple, on peut la calculer rapidement, mais bon, par contre, elle ne tient pas compte du fait que l'œil humain, lui, ne perçoit pas les différences de couleurs de manière uniforme. Donc il y a eu ensuite des évolutions, le delta E 94, le delta E CMC, et aujourd'hui, nous sommes sur le delta E 2000, donc le delta E 00. C'est la dernière évolution de la formule, et pour être franc, il me semble que ça permet une très bonne corrélation entre le chiffre qui est donné et mon évaluation visuelle. Vous voyez ici sur la droite, le carré représente ici le delta E 76 dans sa forme la plus simple. Donc lui part du principe que toute la zone inclue à l'intérieur du carré est validée, acceptable. Or, notre œil, lui, voit plutôt les différences de couleur avec la forme d'une ellipse. Donc, ce qui signifie qu'en fait, notre œil, lui, toute la partie qui est ici, à l'extérieur de l'ellipse, n'est pas validée à l'œil, mais le delta E, lui, va vous afficher que la valeur est acceptable. Voilà. Donc, ce delta E 2000 prend vraiment en compte la façon dont notre œil perçoit les couleurs. Donc il y a bien sûr encore des séminaires avec des scientifiques de la couleur pour faire évoluer encore cette formule du delta E 2000, mais pour l'instant, on est toujours sur la même formule.
Donc, petit conseil pour mesurer, juger la couleur, faites attention, on l'a vu, le réglage de votre appareil de mesure peut donner différentes mesures, différentes valeurs. Donc, ne comparez pas des mesures effectuées avec différents réglages ou différentes conditions de mesure. Voilà. Si vous avez un doute, vous demandez à la personne qui vous a fourni ces valeurs de mesure, vous demandez les conditions dans lesquelles elles ont été prises. L'illuminant, l'observateur, vous avez vu, il y a donc 3 composants importants, illuminant, observateur, et le mode de mesure, on va aussi un petit peu en parler après, M0, M1, M2. Si vous utilisez des valeurs de référence en LAB, vérifiez que les réglages et conditions de mesure de votre appareil sont identiques. C'est pareil, si on vous donne des valeurs, ou que vous prenez des valeurs sur des standards colorimétriques existants ou sur un fichier ou sur un document, vérifiez que quand vous les contrôlez, vous êtes bien sur les mêmes conditions de mesure. Pareil pour les formules de delta E, ne pas comparer d'échantillons avec différentes formules. Forcément, si vous comparez des échantillons validés en delta E 76 et qui ne le sont pas en delta E 2000, vous aurez forcément des valeurs différentes. Donc, le conseil, définissez une méthode de travail une fois pour toutes. Si vous choisissez le 76 ou le premier delta E, vous le conservez et vous l'utilisez tout au long de votre process d'impression. Si vous choisissez le 2000, vous le gardez et surtout, vous l'expliquez aussi à vos clients, si besoin. Si eux travaillent sur un autre delta E, vous expliquez à vos clients que vous travaillez avec celui-ci et que pour vous, voilà, c'est validé dans ce cadre-là. Bon, je vous conseille quand même d'utiliser le delta E 2000 aujourd'hui, c'est même recommandé dans tous les derniers standards ISO. Bon, n'oubliez pas que le delta E est là pour vous aider à imprimer, ça n'est pas lui qui fera le jugement visuel au final et qui décidera si le job est accepté ou pas. Voilà. Le delta E, c'est vraiment là pour vous aider à produire plus vite et plus facilement. On va parler maintenant un petit peu de gestion de la couleur. Donc, qu'est-ce que la gestion de la couleur? Alors, on va prendre l'exemple de périphériques d'acquisition qui vont travailler la plupart en RVB et nos périphériques de sortie sur lesquels on va vouloir soit imprimer les couleurs qui ont été capturées, soit on va vouloir les imprimer. Donc, si je prends l'exemple de mon scanner, je vais par exemple scanner des couleurs, et il va falloir que je trouve une façon de transcrire les couleurs, de transformer, de convertir les couleurs pour chaque périphérique. Voilà. Donc ça fait beaucoup de travail parce qu'il faut que je sois capable de dialoguer avec la petite imprimante, le petit copieur, mon écran et aussi des procédés d'impression plus conséquents. Et c'est exactement la même chose pour chaque périphérique, puisque chaque périphérique d'acquisition est différent. Il est aujourd'hui difficile de fabriquer au niveau hard des périphériques qui sont intégralement identiques. Et pareil pour les périphériques de sortie. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de combinaisons. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser un langage commun. Donc ce langage commun, on appelle ça le Profile Connection Space, donc le PCS. Le LAB, tout comme le XYZ, ce sont des PCS tous les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir et transcrire les données du scanner dans ce PCS à travers le LAB. Et ensuite, à partir de cette valeur LAB, nous allons ensuite retranscrire les données, reconvertir les données pour les périphériques de sortie. Donc, comment ça fonctionne? On va prendre l'exemple RVB, CMJN, et on utilise donc pour ceci, pour décrire ce qu'est capable d'imprimer une imprimante, ce qu'est capable d'afficher un écran et ce qui est capable de scanner ou prendre en photo un appareil photo, on utilise un profil ICC. Donc un profil ICC, ça décrit les capacités de reproduction colorimétrique d'un périphérique. Donc pour un écran, ce sont ses capacités d'affichage. Pour une imprimante, ce sont ses capacités on va dire, d'impression des couleurs, et pour un scanner, ses capacités de capture.
Donc, si on regarde ce qu'est finalement un profil RVB, c'est tout simplement à l'intérieur, on pourrait schématiser ça comme étant un espèce de fichier texte dans lequel vous avez des valeurs RVB avec en face une correspondance en valeur LAB ou XYZ, donc la valeur du PCS. On peut aussi avoir toutes les valeurs en face avec le XYZ et le LAB aussi. Et si on prend un profil CMJN, c'est exactement la même chose, tout simplement. Dedans, nous avons une valeur, une composante CMJN, d'accord, avec en face une valeur XYZ LAB. Donc, comment fonctionne une conversion des couleurs avec ICC? Donc, pour réaliser une conversion, il est très important de comprendre qu'il faut deux profils ICC. Il faut un profil source, dans le cas qu'on va prendre ici, pour l'instant, c'est un profil RGB. Et il faut un profil de destination. Forcément, pour convertir, je dois partir d'un point A et aller vers un point B. C'est obligatoire pour convertir. Donc, vous voyez que dans ce fichier, j'ai donc, je vous l'ai dit, des données RGB avec en face des valeurs LAB. Et dans mon profil de destination, qui peut être mon profil d'imprimante, par exemple, j'ai la même chose. J'ai aussi des valeurs CMYK avec leur correspondance en LAB. Donc, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le moteur de calcul va essayer de trouver la valeur LAB correspondante dans le profil de destination et sélectionner à ce moment-là quelle est la bonne composante CMJN à utiliser sur ce périphérique. Donc, même chose, on fait aussi des conversions de CMJN à CMJN. Donc, ici, c'est identique. Le fonctionnement est exactement le même. Alors, qui fait cette conversion? C'est ce qu'on appelle le CMM. C'est le Color Matching Module qui effectue la conversion entre ces deux profils ICC. Donc, le CMM, lui, il va prendre votre fichier, il va aller regarder le profil ICC qui est attaché et chercher pour chaque pixel la valeur RVB et regarder en face la valeur donc LAB correspondante. Puis il va chercher toutes ces valeurs LAB ensuite à l'intérieur du profil ICC de votre imprimante pour chercher la bonne correspondance pour chaque pixel de couleur, la bonne correspondance en CMJN. Alors, vous voyez qu'il y a aussi des intentions de rendu. Comme je vous l'ai dit dans ce séminaire, on ne rentrera pas dans les détails. Il y a bien sûr plusieurs façons pour le CMM d'obtenir une valeur LAB. Et ces différentes façons sont appelées les intentions de rendu. Il en existe aujourd'hui à peu près 4 qui sont utilisées. Donc, obligatoirement, chaque logiciel RIP possède son CMM. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand vous envoyez un fichier dans votre logiciel. Il y a un moment, obligatoirement, un profil ICC sera appliqué sur le document pour pouvoir effectuer une conversion. Donc, nous avons un cas particulier, c'est le profil de liaison. D'accord, on appelle ça aussi un device link, c'est plus connu sous le nom de device link. C'est un autre type de profil ICC. Donc, ça, en fait, ça inclut une conversion directe entre les données sources et de destination. Tout simplement, on ne passe donc pas par le LAB ou un autre PCS pour obtenir les données de sortie. Elles sont directement inscrites à l'intérieur du profil ICC. J'ai directement ma correspondance RVB avec la valeur CMJN correspondante en face. Voilà, donc on va passer maintenant au standard colorimétrique. On va parler de concept. On ne rentrera pas dans les détails, c'est un sujet très très vaste. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer le concept des standards colorimétriques. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui voir sur le marché, depuis beaucoup d'années, on a quand même une production qui se décentralise. Donc, le client peut tout à fait être en France, le pré-presse fait dans un autre pays, et l'impression finale peut être faite sur un procédé conventionnel ou sur un procédé numérique dans
des pays différents, les papiers et les encres venant de pays différents. Eh bien sûr, tout cela nécessite que l'on utilise des standards. C'est un petit peu comme, on peut remettre ça, faire une analogie avec l'anglais. Voilà, quand on souhaite discuter un petit peu avec d'autres pays dont on ne connaît pas la langue, aujourd'hui, majoritairement, on utilise l'anglais. Les standards, c'est un petit peu le même fonctionnement. On va standardiser ce qui est standardisable pour que l'on puisse parler le même langage tous ensemble à distance. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de standards, hein, que certains sont utilisés au pré-press comme au press-room. Donc, il y a énormément de liens entre tous ces standards. Donc, les différentes problématiques auxquelles répondent les standards, eh ben, il y en a une première. Hein, quand je suis au moment de la création de mon fichier, je ne sais pas forcément sur quel type de procédé d'impression mon document va être imprimé. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est assez vaste. Hein. On a les procédés conventionnels, on a les procédés numériques en plus. Donc aujourd'hui, je ne sais pas forcément si, en tout cas, je crée le document et que je suis décentralisé, je suis un donneur d'ordre par exemple, je ne sais pas forcément sur quel type de procédé mon document va être imprimé. Donc on va prendre le cas de l'offset, et vous allez voir que tout le long, nous allons rester sur l'offset puisque c'est le procédé d'impression qui a le plus de travaux en termes de standardisation. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour l'offset? Nous avons différents types de papier. J'ai pris exprès 3 types de papier assez différents, avec des ancrages très différents, qui donnent, comme vous pouvez le voir, des gamutes colorimétriques assez différents. Donc ces 3 papiers-là, je ne peux pas utiliser les mêmes. Je n'obtiendrai pas les mêmes couleurs sur ces 3 papiers-là, et je ne peux pas non plus utiliser les mêmes prérequis pour l'impression dans le fichier. Donc moi, je suis à l'étape de calibration. Qu'est-ce que je dois sélectionner comme limite d'ancrage, mes paramètres de séparation, mon niveau de gris, quelles sont mes couleurs reproductibles? Donc les standards, ça répond, vous l'avez vu, à une problématique, c'est que je ne sais pas précisément sur quelle presse mon document va être imprimé. Aujourd'hui, on va même plus loin, on peut dire que je ne sais pas sur quelle technologie mon document va être imprimé. Donc la solution, utiliser des standards d'impression. Donc voilà, quelques sociétés, laboratoires, associations qui s'occupent de standardiser les procédés d'impression. Donc la solution à notre problème de multiples papiers, eh ben, nous allons définir toutes les caractéristiques nécessaires pour imprimer dans un standard, notamment la limite d'ancrage, séparation, couleur reproductible, balance des gris, contraste, tout ça est défini par le standard. Et on va faire ça pour un maximum de papiers. Alors, bien sûr, il y a énormément de papiers disponibles sur le marché. On ne peut pas créer de standard pour tous les papiers disponibles. Donc, prenons l'exemple d'un flux de production standardisé. Donc, je suis à la création de mon fichier. Je vais utiliser comme cible et je vais travailler dans l'espace ISO-Cotit V2 qui correspond au FOCRA 39. Donc, tout est défini par le standard. Je vais ensuite produire une épreuve contractuelle en ciblant aussi l'ISO-Cotit V2 FOCRA 39. Cette épreuve sera certifiée, validée par le client et conforme au standard. Donc le client la signe. Moi ensuite, j'envoie le document ainsi que l'épreuve à mon imprimeur qui, lui, va aussi imprimer conformément au standard. Lui aussi a des prérequis pour imprimer conformément au standard. La théorie veut que le résultat est conforme aux attentes du client. Donc maintenant, on peut aussi faire le parallèle avec la décentralisation. Au niveau des pays, vous avez chaque imprimeur dans chaque pays qui va avoir plusieurs types de machines
offset. Bon, bah, comment je fais maintenant si je veux imprimer des milliers d'exemplaires chez différents imprimeurs? Je vais, pardon, il y a un petit bug, je vais donc leur envoyer des fichiers standardisés. Et ensuite, c'est à l'imprimeur, à chaque imprimeur, de se débrouiller à imprimer conformément au standard. Donc les normes ISO 12647, donc ce sont les normes pour l'imprimerie. Donc dans cette grande norme ISO 12647, nous avons des sous-normes, la plus connue étant la 12647-2, donc c'est pour l'offset, production et séparation de couleurs, épreuve en offset. Vous avez la -3 pour le papier journal, la -4 pour l'héliogravure, la -5 pour la sérigraphie, pardon, la 6 pour la flexographie. Et vous avez deux normes spécifiques à l'épreuvage et à l'impression de validation. Donc la -7, c'est pour l'épreuvage contractuel en numérique, et la -8 pour les impressions de validation en numérique. Alors, les standards ECI Offset, donc ce sont les anciens standards, on peut le dire, même si vous allez voir que ce n'est pas parce que c'est un ancien standard qu'il faut arrêter de l'utiliser, il est peut-être encore bon pour certains papiers du marché. Donc le plus connu, l'isocotide V2, qu'on nomme Fogra 39. Voilà, donc c'est pour du papier couché mat ou brillant, supérieur à 115 grammes par mètre carré. Vous avez ensuite le WebCotide, l'ISO-Uncotide. Voilà, donc tout ça, ce sont d'anciennes normes. Par la suite, les normes et les profils ne s'appellent plus ISO. Voilà. À partir du package 2009, les standards colorimétriques s'appellent PSO, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'appeler un profil ISO, puisque ce n'est pas un standard ISO, ça n'est juste un profil ICC. D'accord. Donc de nouveaux profils sont apparus, le marché évoluant, nous avons la trame stochastique qui est arrivée aussi en procédé offset conventionnel, donc la trame aléatoire. Donc il a fallu ensuite, pareil, caractériser des papiers imprimés avec de la trame aléatoire. Donc si on regarde 43, le PSO Cotide 43, c'est en gros un Fogra 39, mais imprimé avec une trame stochastique. Voilà, de nouvelles normes sont arrivées, etc. Alors, il y a création d'une norme quand il y a beaucoup de demandes sur le marché ou que le marché est conséquent. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que je ne parlerai par exemple pas de la flexo et de la sérigraphie. Il n'y a pratiquement, malheureusement, pas de travail fait pour ces deux marchés-là. Le PSR, c'est pareil, il y a eu pas mal de standardisation. Alors depuis 2009, ça ne bouge plus trop. Donc le PSR, c'est l'héliogravure. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur les standards, le site de l'ECI, où vous trouverez standard offset, fichier test, présentation, projet, le site de la FOGRA, fogra.org, le BVDM, donc c'est la Fédération des imprimeurs allemands. Alors là, malheureusement, ce sera un site en allemand. Et le WANIFRA, c'est pour les imprimeurs de journaux. Malheureusement, pour nous, vous le voyez, tout ça est en anglais. C'est, je pense, aussi une raison pour laquelle il y a un petit peu moins de travail en France sur la partie standardisation. Voilà, on va continuer de discuter des évolutions des normes pour l'imprimerie. On va faire un petit aparté sur les agents optiques, c'est important. Donc, ici, vous voyez l'illuminant D50 que l'on utilise comme référence depuis plusieurs années, beaucoup d'années dans les industries graphiques. Donc le D50, c'est quoi? C'est une simulation de la lumière du jour à une certaine heure de la journée, etc. C'est défini par sa température de couleur et aussi sa courbe spectrale que vous voyez ici. Donc si l'on décompose
cet illuminant, on voit qu'il y a une partie d'énergie qui est entre les deux pointillés, c'est le spectre visible, et vous avez aussi une partie d'UV à gauche, là, et une partie d'infrarouge sur la droite. Donc maintenant, si je prends la définition d'un azuron optique, il a la propriété d'absorber de l'énergie UV, donc côté non visible, mais par contre, il réémet cette énergie dans le spectre visible. Donc je vais prendre par exemple un exemple avec un papier sans azuron optique. Je décompose la lumière entre la partie lumière visible et la partie UV non visible. Donc qu'est-ce que je vois moi une fois que j'illumine mon papier? Je vois tout simplement la réflexion de la lumière sur le papier. Maintenant, je vais rajouter la composante UV. Il y a de l'UV, mais il n'y a pas d'azuron optique dans mon papier. Donc, je ne vois uniquement que le signal de la lumière transcrit en rouge, vert, bleu. Maintenant, je vais prendre mon exemple avec un papier avec azuron optique. Je redécompose ma lumière et j'active, comme si je pouvais activer uniquement la partie UV, je vais activer la partie UV. Et là, j'ai un signal supplémentaire visuel qui va être émis par le papier. Et la règle veut que plus j'ai d'énergie UV dans ma lumière, ici, et plus j'ai d'azuron dans le papier, et plus l'effet ici, bien sûr, sera visible. Donc on va essayer de schématiser ça. Je vais vous montrer des teintes de papier sous lumière UV. Donc on voit que certains papiers brillent beaucoup plus sous une lumière uniquement UV que d'autres papiers. Donc pourquoi ils brillent plus? Parce qu'ils ont tout simplement plus d'azuron optique que les autres papiers. Donc plus j'ai d'énergie UV et d'azuron dans mon papier, plus j'aurai un effet visible.